Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau. Je suis pasteur de l'Église réformée baptiste à Montréal. J'allais dire à Montréal. À Saint-Jérôme, la Sainte-Cité. Je serai peut-être, Dieu voulant, l'évêque de Saint-Jérôme à la résurrection. Il y en a qui vont savoir une ville, d'autres 10. Une seule, ça me... Peut-être, je ne sais pas, il y a eu des bishops plus importants que moi quand même dans la province, mais Saint-Jérôme, ça me plairait. Alors, j'ai en ma compagnie deux nobles serviteurs, je suis heureux de les avoir. Ça fait un petit bout de temps que je les connais, mais la première fois que je les rencontre en personne, donc la connaissance en personne a été faite il y a environ 10 minutes, et puis on s'est tout de suite installés parce qu'on est des gars de podcast. Alors, j'ai à ma droite un premier brigand, Raphaël Charrier, pasteur à Grenoble. Salut Raphaël. Salut, ça va? Yes, content que tu sois là. Ça se passe bien au Québec, pas trop dépaysé? Écoute, si, et c'est ça qui est bien. Mais ça fait bizarre, me disait ma femme, de faire autant de kilomètres et d'arriver à un endroit où on parle français. Tu vois, c'est étrange, mais trop content d'être là et de te rencontrer en vrai. Ben, c'est très réciproque, mon frère. Et puis à ma gauche, le deuxième brigand, Stéphane Capitanuc. T'es plus pasteur, là, Stéphane? Je suis plus pasteur. D'accord. Je suis pasteur de formation maintenant. D'accord. Mais à temps plein pour BLF. Une maison d'édition chrétienne. Maison d'édition chrétienne BLF, qui publie de bons livres, mais pas d'aussi bons que... Que notre sponsor. que notre sponsor, qui est Publication chrétienne. Et, vous savez, notre sponsor est tellement ratoureur, comment on le dit? Est-ce que vous dites cette expression-là, ratoureur? Non, tu veux dire quoi par là? Je veux dire... J'ai entendu un piège. Sneaky, un petit peu, là. Je sens qu'il y a eu un piège. Ouais, alors ils se sont dit, si on est pour sponsoriser une émission avec un éditeur compétiteur, on va lui demander de nous dire quel livre il recommanderait parmi notre échantillonnage. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu recommanderais? C'était très facile, c'était un piège, mais seulement à moitié. Parce qu'on est quand même, Publication chrétienne a 6 marques, donc 6 sous-marques si vous voulez, Ouais. et on est le distributeur en Europe d'une des marques, Cruciforme, Ah oui, dont c'est ça l'entente. dont certains livres comme celui-ci. C'était très bon Et choix. d'ailleurs, ton autre livre aussi sur le côté sombre, le côté obscur de la vie chrétienne, c'est aussi chez Cruciforme. Donc moi j'ai choisi celui-ci, c'est un peu risqué parce qu'il y a ton nom dessus, donc je voulais pas faire de la flatterie. C'est vrai. Mais c'est pas vraiment toi qui l'as créé, Non, je donc peux je me pas suis dit grand-chose. j'ai le droit d'en parler. Ouais. Moi je pense que c'est le livre en tant que libraire que je vends le plus. Ah ouais, vraiment. Je suis content, par contre. Que je recommande le plus, pardon. Ah, je ok. recommande le plus. Non, j'aurais bien le vendre plus. C'est déjà ça, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Dans le sens, moi je trouve vraiment génial, pas tellement la première partie où, bon, bien sûr, il y a la confession de foi, Oui. mais je trouve que nos familles ne font pas assez de culte de famille où tous les soirs, ou nous c'est tous les matins, on révise le petit catéchisme baptiste avec mes enfants. Et commence, donc ma fille Théa a 3 ans et elle mémorise les 3-4 premières questions. Mais si jamais elle rate la première, elle les fait dans le désordre après. Hein. Donc elle commence qui t'a créé et elle va commencer avec toute chose. Ah ouais. Elle répond toute chose, donc on se marre pas mal. Il faut vraiment qu'elle commence bien avec Dieu et après les autres questions, Ça place. elle les a. Mais je recommande vraiment le petit catéchisme baptiste qui est à la fin de ce livre. Et le titre c'est La confession de foi et la doctrine baptiste. Que Pascal Deneau a rassemblé, il est vraiment bien et c'est tellement un trésor d'enseigner à nos enfants un catéchisme très jeune. Ensuite, ça va structurer toute la vie. Chaque fois qu'ils étudient la Bible ou qu'ils suivent des cours de théologie, ça va les aider à pouvoir mettre les informations dans les bonnes catégories, dans les bons tiroirs. Donc, voilà, je recommande. Merci Stéphane pour la recommandation. Stéphane m'a partagé d'ailleurs une petite vidéo de ses enfants qui mémorisent le catéchisme. C'est formidable, mais c'est bien de le faire. On n'a pas fini, on est à 60 questions, je pense. Est-ce qu'ils les savent les 60 par cœur? Ouais. Ah, nous, moi, je discute quand je l'ai fait quand ils étaient petits, on avait fait tout le catéchisme. Mais là, je pense qu'ils s'en souviennent pas par contre. On l'a pas entretenu au fil des ans. Mais c'est vrai que c'est important de leur donner cette structure théologique dans leur intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Alors, en plus de Publication chrétienne qui soutient cette émission, vous pouvez également participer. Il y a un lien dans la description si vous voulez faire un don pour
soutenez, parce que, mine de rien, Publications chrétiennes sont généreux, mais pas autant que BLF. Parce que BLF nous a déjà sponsorisé aussi à l'époque. BLF, Logos, Publications chrétiennes, on les enchaîne, vous voyez. Voilà, donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils sont là? D'abord, toi, tu es ici pour faire des conférences, mais quand ça va sortir cette émission, ça va être passé date. Tu vas être parti chez toi, ça sort fin juin. Mais là, on est avant la conférence, donc c'est dans quelques heures ici à Saint-Jérôme. Et puis, j'ai dit tant qu'à avoir un auteur et un éditeur, aussi bien faire un podcast avec eux, c'est des amis en plus. Et on va parler du métier d'auteur et du métier d'éditeur. On va commencer avec le métier d'éditeur. Stéphane, parle-nous du métier d'éditeur. En quoi consiste ton travail exactement? Alors, dans le monde évangélique francophone, jusqu'ici, ça a quand même été souvent de la traduction de livres anglais, même si on travaille très dur pour développer d'ici encore 3 ans et que la moitié de nos titres, qui ne seraient pas pour des titres pour les enfants, que la moitié de nos titres grand public soient des auteurs francophones. Mais donc généralement, c'est choisir un titre, choisir un livre, un manuscrit d'un auteur francophone ou un bon livre en anglophonie. Et ensuite, soit accompagner l'auteur pour le préparer ce manuscrit dans son format qui va droit au but, qui est le plus clair, soit traduire, réviser et essayer de trouver le meilleur style en français pour bien rendre les pensées de l'auteur tout en étant percutant et pas donner l'impression que c'est une traduction, quoi. Et ensuite, c'est le côté promotion. Comment faire pour que le livre soit pas simplement disponible dans quelques librairies et qu'on en vende quelques exemplaires par mois, mais comment faire pour que tous les chrétiens soient au courant du livre, voient quel problème, quel aspect de la vie chrétienne ce livre va aborder, quel est l'intérêt pour eux de l'acheter, et essayer d'encourager beaucoup d'églises et de chrétiens à s'en servir. Donc ça, c'est vraiment toute la chaîne du livre. La seule chose qu'on ne fait plus, c'est imprimer. Pendant des années, on avait nos propres presses, mais ça remonte à notre histoire. On était aussi contrebandiers de Bibles. Ah oui, c'est ça. Donc on imprimait nos propres Nouveaux Testaments, Évangiles, et on les passait... Okay. Donc il y a de l'histoire. BLF, ça remonte à quel Années 70. OK. Et ouais, c'était fondé... C'était pour amener en Europe de l'Est Exactement. Okay. Exactement. C'était une époque où c'était très difficile d'avoir des Bibles en Europe de l'Est. Donc ils faisaient des impressions en France, ils remplissaient des vannes, ils cachaient les Bibles un peu partout, et l'été, des jeunes dans des vannes Volkswagen étaient en train de les passer dans les différentes frontières fermées. Ok, donc un peu à la... Un frère André, sans la célébrité d'un frère André, voilà. Okay. C'était toute une histoire. Et après, aujourd'hui, on est très content d'être éditeur à temps plein. C'est vraiment notre cœur de métier. Et les imprimeurs, il y en a plein et qui font un excellent travail. Donc. Mais toi, comment tu es passé finalement de pasteur à éditeur? J'étais en fin d'un poste pastoral sur la région lyonnaise. Et eux, ils étaient en train de... BLF Édition était en pleine restructuration. Ils recherchaient de l'aide à tous les niveaux, dont la direction. Donc je les ai rejoints en bénévole, puis en freelance, puis en salarié, directeur intérim, plus ensuite directeur pour un premier mandat de 5 ans. Okay. Donc, après, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon grand-père était le fondateur. C'est une association qui est beaucoup plus large que la famille, mais effectivement, il y a un héritage qui est là. Et puis, j'ai fait mes 3 premières années de formation et de temps plein avec eux. Donc il y a déjà 15 ans avant de devenir pasteur. Ok. Qu'est-ce qui arrive avec Carpus là Oui, on a aussi lancé avec mon épouse il y a 4 ans une librairie chrétienne de livres d'occasion. Ça s'appelle checarpus.com. Et ça marche toujours. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Et on l'a cédé gracieusement à BLF, qui lance une librairie chrétienne qui intègre maintenant aussi des livres d'occasion. Okay. Donc après le grand Amazon, je pense qu'on est les seuls à proposer des livres chrétiens d'occasion. Ah oui, okay. Et tous les bénéfices sont reversés à des projets missionnaires. C'est pour ça qu'il fallait qu'on le cède à une association, parce que nous on commençait à avoir vraiment des problèmes de structure. Ça apparaissait sur notre compte bancaire alors que c'est des dizaines de milliers d'euros qui étaient vendus et on reversait tout. Si je peux me permettre, je trouve avec le métier d'éditeur, c'est ce que moi j'ai découvert. C'est que c'est vraiment le lien entre l'auteur et le lecteur
qui va aider à bonifier le travail de l'auteur, où quand l'auteur est vraiment dedans, il ne se rend pas compte, il a du mal à se mettre vraiment à la place du lecteur, parce qu'il est tellement dans sa matière que le travail d'éditeur est vraiment fondamental pour aider l'auteur à mieux communiquer son livre. Et même les grands auteurs, tous les grands auteurs qui sont vendeurs de best-sellers dans le monde, ont tous un éditeur qui passe derrière et qui dit non, ça faut reformuler, il faut faire comme ça et tout. Donc c'est vraiment un métier à part entière. C'est pas juste simplement d'imprimer, de flairer les bons auteurs et de communiquer ça. C'est vraiment un autre métier que celui d'auteur et complémentaire. Ouais. Mais toi, tu passes du temps à réviser les manuscrits aussi, ou tu es surtout dans la gestion de toute l'entreprise? Je pense que tous les auteurs francophones, j'ai lu le manuscrit avant sa sortie et fait des retours dessus, mais je ne suis pas éditeur. Ok. Mais ça fait partie des aspects en tant que directeur où je jette un coup d'œil dessus, mais j'ai des éditeurs qui ont été formés pour accompagner les auteurs. D'accord. Mais pour les auteurs francophones, c'est généralement notre sortie principale de l'année ou nos sorties principales. On veut vraiment... en fait, la différence entre un livre moyen ou médiocre et un excellent livre, c'est combien est-ce que chaque passage, il y a un flow qui est là et on a juste envie de passer au chapitre suivant, on a envie de continuer, et à la fin du livre, on a envie d'en parler à d'autres. Ouais. Et donc, il faut retravailler. C'est un boulot c'est passionnant et à la fois, c'est un boulot de dingue. Alors, justement, parle-nous c'est quoi les principaux défis que tu dirais dans le métier, dans ta tâche pour toi, les défis que tu rencontres? Alors, on est autofinancé. Donc, ça, c'est un aspect où il faut qu'on vende assez pour survivre. On n'est pas soutenu par les dons, ou très peu. Ça représente 1 ou 2% de nos besoins. Donc, il faut vendre assez pour survivre. Et puis, je dirais que le monde évangélique qui est intéressé par nos livres, et pour se faire connaître, c'est pas forcément évident. Donc, si tu passes 400 heures à éditer un livre, à accompagner l'auteur et à préparer le lancement, tout ça, il faut diviser toutes tes dépenses sur combien de ventes? 100 exemplaires, 500, 1000. Du coup, ça fait un livre assez cher. Du coup, tu n'en vends pas beaucoup. Et tu veux que les idées se propagent, tu veux que le livre soit le plus connu possible et qu'il soit le plus utile. Donc, tu veux que le prix ne soit pas un obstacle. En même temps, tu dois payer tes factures, tu dois payer le salaire. Donc, je trouve le défi, c'est la taille de la demande. Les gens, nos concurrents, en fait, on le dit souvent, nos concurrents, c'est pas vraiment les autres librairies ou les autres éditeurs ou Amazon même. C'est Netflix, c'est toutes les alternatives de divertissement. Le spectacle. Ouais, le spectacle. Est-ce que les chrétiens sont en train de désirer des livres d'édification? Je pense qu'il y a vraiment de la place pour beaucoup, beaucoup plus de demandes. Quand je regarde le nombre de chrétiens qu'on est en francophonie. Oui, c'est ça. En France, c'est quoi la population chrétienne, Les protestante? varie énormément. Les plus généreuses, on arrive à 800 000, 1 million. Ouais, je pense. Je crois que c'est cette fourchette-là, ouais. C'est à peu près cette fourchette-là, ouais. Mais c'est vraiment assez généreux, je Oui, pense. c'est ça. On est quand même dans plusieurs centaines. Ouais, et puis on est dans des enquêtes qui sont sociologiques. Donc, dans les enquêtes sociologiques, les critères, c'est qu'une personne aille une fois par mois assister à un office religieux. Voilà. Pour nous, c'est pas ça qu'on... On va pas s'en contenter, quoi. Non, c'est ça. Celui qui va une fois par mois achète pas Vivre pour Jésus, par exemple. Ça, il vit pas pour Jésus, lui, il vit pour lui-même. Une fois par mois, quoi. Il vit pour Jésus. D'accord. Mais ça va un peu avec la prochaine question que j'avais. Là, on est dans le métier de l'éditeur. Après ça, on va parler à l'auteur, mais tu peux... Gêne-toi pas pour intervenir. Je veux pas que tu sèches. Mais si tu es fatigué, tu peux faire une petite sieste aussi, dans le décalage horaire. Mais le marché du livre chrétien, je me demande, en fait, j'ai l'impression que les chrétiens sont probablement un public qui lit plus peut-être que la moyenne des gens, mais est-ce qu'il est assez gros pour que ça soit rentable? Surtout que vous n'êtes pas les seuls. Ici au Québec, il y a Publication chrétienne qui est un de vos rivaux, mais en France, il y a... Un de nos partenaires aussi. Oui, c'est ça, un partenaire, effectivement. Mais je veux dire, ça divise quand même en termes de vente et d'offres. La tarte, finalement, est recoupée. Ouais. Il y a qui aussi en Europe? Là, on a... il y a des très bons éditeurs. Il y a Éditions Clés. Les éditions Clés. Côté académique, il y a Maison de la Bible. Excelsis. Il y a aussi Maison de la Bible qui est plutôt grand public. Ouais. Et il y en a plein d'autres. Après, c'est ça, côté pentecôtiste ou niveau charismatique, t'en as plein aussi. Est-ce que vous êtes des partenaires? La relation, comment ça se passe? On travaille
beaucoup sont libraires. Donc, on va fournir nos livres à peu près partout. Après, dans les collaborations, ça va être beaucoup plus limité. On travaille quand même beaucoup avec Publications Chrétiennes, un peu avec Éditions Clés, Maison de la Bible, justement sur des projets, des coéditions, sorties pour Évangile 21 ou des projets un peu des conférences, des trucs comme ça. Après, on se connaît assez bien déjà. Genre, nous, nos livres sont disponibles en Suisse à travers la distribution de la Maison de la Bible. On est au Québec grâce à Publications Chrétiennes. Je veux dire, c'est tout un petit monde où on s'entraide. Après, théologiquement, on n'est pas tous aussi proches, quoi. Mais, non, mais est-ce qu'il y a de la rivalité au niveau... Sur la rivalité, je pense ce qui aide beaucoup, c'est notre président qui n'arrête pas de nous encourager à le voir comme ça. Et il a complètement raison. C'est pas une tarte ou un gâteau où il y a des parts limitées, il faut juste agrandir le gâteau. En fait, il y a plein de chrétiens qui lisent rien. Donc on a lancé par exemple des livres audio durant la pandémie. Plein de personnes qui découvrent les livres audio nous disent « Je ne lisais rien avant parce que j'avais pas le temps. Maintenant, en allant au travail ou en faisant le ménage ou mon sport, j'écoute des livres. C'est génial. » Et on ramène des stands de livres dans les églises, des églises qui n'avaient pas de stand. Des chrétiens sortent du culte et ils achètent un livre qu'ils n'auraient jamais acheté autrement. Et ils rentrent le soir et ils commencent à le lire. Donc il faut trouver le moyen d'avoir plutôt 10 fois plus de lecteurs. Le gâteau peut vraiment grossir, je pense. Ouais, j'ai vu ça aussi quand on est passé en vidéo sur Coram Deo. J'avais l'impression qu'on allait juste couper l'audience audio, qui une partie allait préférer en vidéo, mais en fait, on a comme presque doublé. Les gens qui préfèrent juste l'audio nous écoutent en audio, puis on est allé chercher finalement des gens qui ne nous écoutaient pas sur YouTube, qui maintenant le font. Ouais. Alors, je pense que c'est une bonne stratégie. De façon plus personnelle, peut-être que tu peux nous parler de ta plus grande erreur ou de ton pire coup, que ce soit marketing ou quoi que ce soit dans ton travail d'éditeur. Alors, on fait plein d'erreurs à BLF, et c'est même encouragé, dans le sens on préfère rapidement faire une erreur et pouvoir corriger le tir plutôt que passer des années à préparer quelque chose qui se plante après. Donc on essaie d'aller rapidement tester des idées, mais dans les grandes erreurs des dernières années, l'année dernière on s'est quand même bien, je sais pas si on dit vautré, je veux pas être... on s'est bien planté sur... on a changé tous nos logiciels l'année dernière. Et changer de la compta à la taille où on est, c'est vraiment, c'est des milliers de factures. On a changé ça au 1er janvier 2022 et on a découvert 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard que le logiciel qu'on avait pris nous avait caché qu'il n'était pas aux normes françaises. Ah oui. Ah là là. L'angoisse totale. On se dit, non, quoi? Donc on a dû tout remigrer, y compris les nouvelles factures donc ça c'était très coûteux en temps. C'était le stress dans l'équipe. Et je pense que si on avait mieux préparé, posé les meilleures questions, mais c'est juste des choses après coup, tu dis, c'est pourquoi on n'a pas posé. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que vous avez relancé un livre que vous aviez déjà publié, mais où le titre n'avait pas vendu. Et puis, on est en train de sortir ça. Je fais des vidéos où je parle de nos flops, de nos erreurs, où malheureusement ça arrive, on sort des livres et on n'a pas vu qu'il y avait un problème dans notre façon d'en parler. Et donc personne n'achète le livre et on se dit, mince. Donc, par exemple, le plus récemment, on a fait une réédition de La grâce au quotidien. On aimait bien le titre. Le livre est super sur les disciplines de la grâce ou sur les moyens de grâce que sont il utilise l'image avoir l'oreille de Dieu pour pouvoir lui prier, pouvoir le pardon, je rate l'image là, pouvoir lui parler par la prière, pouvoir avoir lui qui nous parle à travers la Bible et à être participant au corps de Christ à travers l'Église. Donc c'est vraiment la Bible, la prière et la communion fraternelle. La grâce au quotidien ne parlait pas grand-chose aux gens. On a parlé de trouver sa joie en Dieu, qui est la joie est dans chaque chapitre. Ces moyens de grâce sont un moyen de trouver sa joie en Dieu. Le livre se vend correctement depuis qu'on a changé la couve, changé le titre. Bon voilà, ce sont des erreurs comme ça. Le livre de Chalice aussi. Oui, sur la on a changé ça. Pareil, là c'est une réaction de nos lecteurs. Ils nous disent,
ouais, on nous pousse toujours à faire plus. Pourquoi Ah, vous avez appelé plus ça mieux. faire Ouais. plus mieux? Ouais, c'est ça. Donc on l'a changé à faire moins mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je me demandais quand j'ai vu ça, j'ai dit, est-ce que c'est le volume 2? OK, c'est le même livre. C'est le même livre. Ouais. Ou faire moins pire. Bah, en fait, dans notre processus éditorial, à un moment, il y a eu un gros bug. OK. Et l'éditrice a soumis le titre faire plus moins. Et la graphiste, sans poser de questions, a rentré le titre dans la couve. Donc tu ouvres la couve et faire plus moins quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc non, c'était faire moins mieux. C'était la nouvelle édition parce qu'on se dit bah c'est vrai aussi. Si tu es plus au clair sur les priorités que tu as devant Dieu, bah tu vas pouvoir dire non plus facilement et faire moins de choses et mieux. C'est une vraie promesse du livre aussi. Ouais. Et c'est très américain de promettre plus, mieux. Ouais, c'est ça. Les Français semblaient nous dire ah non, C'est pas ça qu'on veut arrêtez faire. de nous pousser, nos patrons nous poussent toujours à faire Ouais. plus, nous on veut faire moins. Je pense qu'il y a aussi celui de C.J. Mahoney sur le sexe. L'ancien titre c'était Ma femme, le sexe et la gloire de Dieu, Ouais. avec des couvertures, des draps. Ouais, on lit, Et donc les lecteurs me disaient mais je m'attendais à un livre de sexologie. Oui, le livre parle de sexualité, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc là, on l'a retitré Chérir sa femme. Et c'est un livre à offrir à chaque jeune homme avant son mariage, un truc comme ça. Parce qu'effectivement, c'est... Et la couverture, c'est une boutique de bijoux. Ou un fleuriste. Ouais, non, c'est des choses comme ça. Mais bon, c'est pas les grandes erreurs. D'accord. On peut se rattraper là-dessus. Une autre erreur, c'est claquer des milliers d'euros. On voulait essayer d'encourager les foyers catholiques à acheter des livres pour enfants parce que nos livres pour enfants sont bons, ils sont centrés sur l'évangile, mais on pensait qu'ils passeraient partout, dans tous les marchés. Donc on a fait une grande campagne dans un magazine catholique et c'était le flop total. Donc tu payes des milliers d'euros pour prendre un encartage avec ton flyer qui avait bien marché chez les évangéliques et on a dû, pour, je sais pas, 7 000 euros, 8 000 euros de pub, vendre genre 10 livres. C'était la catastrophe. Wow, OK. Ça n'a pas bien rentabilisé. Et ça nous arrive fréquemment des erreurs D'accord, comme mais il y a peut-être, là ça c'est des mauvais coups, mais des bons coups dont tu veux nous parler, ou plutôt un projet, un accomplissement dont tu es le plus fier avec Alors, BLF? ça fait 4 ans que je suis à BLF, dont 2 ans en tant que directeur général. Je suis extrêmement... Alors je vais en donner 2, parce que l'un a rendu possible tout le reste. J'ai vraiment pu être entouré par une superbe équipe en 4 ans. Et ça, c'est du coup... toutes les portes s'ouvrent grâce à ça. Donc, talentueux, ils savent prendre des initiatives, ils sont complémentaires et on travaille dans de l'associatif. Donc, on n'est pas là pour l'argent. Hein. Donc, c'est vraiment génial d'avoir ce niveau de talent pour de l'associatif. C'est un cadeau. Donc, ça a permis ensuite d'accompagner, je dirais, le grand truc dont on est vraiment fier, c'est tous nos grands succès des 3 dernières années sont des auteurs francophones. Wow. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment un changement pour nous de pouvoir chaque année avoir 1 ou 2 ou 3 livres par des auteurs francophones qui se vendent bien mieux que tous les autres livres du catalogue. Ouais. C'est à la fois faire connaître le ministère, mais à la fois le potentiel d'un auteur francophone dont son livre se vend, c'est qu'il est disponible, cet auteur, pour faire des conférences, pour continuer à enseigner, pour avoir un impact sur les années, alors qu'un auteur anglophone... c'est du one shot, il arrive, tu traduis son livre, il n'est pas disponible pour des interviews, et si tu fais pas d'autres livres, c'est tout. Ça donne bien parce qu'on a justement un de vos auteurs à succès qui a permis d'éviter la faillite de BLF. Alors, Raphaël, tu vas nous parler, toi, du métier d'auteur chrétien. Bon, c'est probablement pas ton premier créneau. J'imagine, comme la plupart des auteurs évangéliques, il n'y en a pas qui font ça à temps plein. Évangélique francophone, c'est pas encore un métier. Non. C'est ça. À part Alfred Kuhn qui reversait tous ses droits d'auteur à des projets missionnaires, mais il aurait pu facilement en vivre. C'était incroyable avec 70 livres. 70. Hein. Il faudrait beaucoup mieux négocier son contrat. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, on n'est pas là pour faire la pièce, comme on dit ici au Québec. Mais quels sont pour toi les principaux défis d'un auteur chrétien avec aussi tout ce qui vient avec dans le travail de pasteur, de père, de mari? Alors, bon, je suis primo-auteur. J'avais écrit un petit livret, mais tu as plus d'expérience que moi. Donc, je préférerais te poser les questions. Je pense que tu aurais beaucoup plus à dire que moi. Je dirais le gros défi,
c'était de pas dire tout ce que je voulais dire, mais de dire ce qui devait être dit. Je crois que la première version du manuscrit, j'avais peut-être 300 pages A4, tu vois, alors ramener ça dans un livre, ça aurait été beaucoup trop gros, surtout vu le public visé qui était pour des personnes qui découvraient la foi. Donc il y a ça, et puis peut-être le côté, c'est un processus très différent. En fait, je pense que c'est un métier à part entière, auteur, et c'est un processus très différent d'écrire des articles de blogging ou de rédiger son manuscrit de prédication ou d'autres choses, parce qu'on est ou de faire un écrit. J'ai fait beaucoup d'écrits pour les études. Tu fais des mémoires, des dissertations, et c'est un style qui est très formel, très codifié. Et une fois que tu as les codes, tu déroules la connaissance, etc. Dans un livre, on s'adresse vraiment à une personne où il faut l'accrocher, il faut savoir illustrer, il faut savoir comment dire les choses. Et ça, heureusement qu'il y a justement des éditeurs qui peuvent aider à bonifier le travail, quoi. Ouais. Et puis oui, il y a un défi de temps, parce que je pense que l'Église, d'une manière générale, ne s'attend pas à ce que le pasteur soit auteur. Le pasteur, c'est vraiment un couteau suisse dans l'Église. Il doit faire une quantité de choses phénoménales. Et dégager du temps pour écrire, c'est un défi. Alors même moi, si j'ai eu la grâce d'avoir les anciens, où j'ai bien sûr soumis le projet aux anciens de l'Église, et ils l'ont validé, n'empêche que je ne pouvais pas dégager le temps que je voulais pour ça, parce qu'à côté il y avait l'Église, il y a aussi la famille, il y a plein d'autres responsabilités. Donc le défi, c'est de se dégager assez de temps, parce qu'il faut vraiment rentrer, enfin en tout cas pour moi, rentrer dedans pour pouvoir me mettre dans le projet, alors que j'ai que des petits créneaux par-ci par-là. Donc ouais, ça c'était un gros défi, je trouve. Ouais. Quelle est ta principale source d'inspiration pour arriver à écrire des articles? Parce que tu écris sur TPSG ou produire des sermons et maintenant un livre. Comment est-ce qu'on est inspiré pour pouvoir produire? C'est difficile de trouver, d'identifier la source. En fait, je dirais, la première, ça fait un peu tarte à la crème, comme on dit chez nous, mais c'est la passion. C'est que tu aimes, quand tu aimes ça, tu aimes toi-même lire. J'aime le sujet. Demander d'écrire, je sais pas, sur la chasse au canard, bon, tu vois, ça va être difficile. Mais on aime parler de ce qu'on aime. Je pense que c'est la chose de base. Je pense qu'on a tous commencé le blogging comme ça. Ouais. Genre, on lisait quelque chose, on trouvait ça génial, on voulait que d'autres soient au courant. C'est ça, tu veux partager, tu veux, voilà. Et alors, ce qui est terrible, c'est que souvent, des fois, il y a des inspirations qui viennent où notre cerveau fait des liens entre plusieurs sujets qu'on a lus ou sur lesquels on a réfléchi à un moment donné. Et moi, ça arrive toujours sous la douche. Ça, voilà. Comment tu fais pour prendre des notes Là, c'est compliqué. Retiens ça. Surtout ne l'oublie pas. Je le répète à voix haute pour pas l'oublier. Je pense que j'en oublie 90%. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà. Et toi, peut-être? Des sources d'inspiration, je sais pas. J'écoute pas mal de trucs. Moi, je lisais beaucoup plus pendant que j'étais aux études, au bac et à la maîtrise. Et arrivé dans le ministère, à part pour lire plus substantiellement, pour préparer des sermons, je manque de temps pour lire les ouvrages qui m'intéresseraient. Puis c'est toujours ma résolution à chaque année de mettre du temps pour... Et j'y arrive pas, mais c'est l'audio. Tu vois, tantôt tu parlais des audiobooks. J'écoute pas beaucoup d'audiobooks par contre, mais beaucoup de podcasts variés ou des sermons ou autres, mais d'être en dialogue de cette façon-là. J'écoute vos podcasts à vous, en fait pas mal tout ce qui se fait dans la francophonie, et de rester en dialogue avec les uns et les autres permet de garder un peu sa pensée à jour sur les... Ouais, c'est ça. Exact. Et puis, j'essaie maintenant... on avait fait un épisode avec Guillaume sur la prise de notes, et j'ai intégré en cours de route
Obsidian, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel. Non. C'est vraiment pour... Le nom, mais je vois pas le principe du... Ouais, ben c'est un logiciel pour gérer des données, des informations, des notes variées. Mais ce que j'ai commencé à faire avec ça, c'est d'annoter, parce qu'en fait, j'avais des rappels sur des listes, sur des listes de rappels sur tout ce qui est avec Apple, là, l'iPhone et tout. J'avais des courriels, mais d'avoir un truc centralisé où tu peux faire des liens entre toutes tes idées, toutes les ressources, tout ce que j'écoute. Parce qu'à un moment donné, bon, quand tu viens de l'écouter, c'est frais dans ta tête. Tu te dis, je vais m'en rappeler, mais tu oublies. Et puis, d'avoir un deuxième cerveau, un cerveau externe, où j'essaie maintenant de faire cet exercice-là. Quand je lis un article, quand je lis un chapitre, ou j'écoute un podcast, de m'écrire un paragraphe ou deux de réflexion. Alors, je sais que tout ce qui nourrit ma vie intellectuelle devienne une source d'inspiration. Ça ne veut pas dire que je vais faire quelque chose avec, je me dis pas il faut, mais tu stores ça. Ce paragraptre que tu prends le temps d'écrire, il va t'aider à te rappeler l'ensemble quand tu relis le paragraphe. C'est ça. Mais sinon, il disparaît complètement de ton cerveau. Ouais. Moi, je croyais vraiment pouvoir juste faire confiance à mon cerveau. Ah non, c'est ça. Je regrette, il y a 10 ans, j'aurais dû commencer à prendre des notes. Il me reste plus rien. Quoi, moi, je fais avec Evernote, moi. Je fais un petit peu ça, pas avec une grande rigueur, mais en tout cas sur les ouvrages majeurs où je me dis ça, c'est un livre fondamental ou c'est je sais pas, un podcast ou un truc. Dans Evernote, je rentre, je mets plein de tags, pour un peu retrouver facilement. Ouais. T'as un livre en cours, toi? Si j'ai un livre en cours, j'ai 2-3 projets toujours. Je ne sais pas si ça va aboutir à des livres. J'aime pas faire l'effort d'un projet qui pourrait pas avoir une deuxième vie. Par exemple, quand je fais une série de sermons qui pourraient être utilisés pour devenir un livre, je me dis pas ça va être ça forcément, ça va être un livre, mais tu es en train de me dire que tu n'as pas encore de contrat signé avec Publication Chrétienne? Ben écoutez, je suis Daniel, je m'offre à tes compétiteurs, moi c'est au plus offrant. Donc cette émission va paraître dans 30 jours, j'ai 30 jours pour te convaincre. C'est ça, 30 jours pour convaincre. Mais il y a 2-3 trucs, j'ai une série d'expositions de la confession de foi, tu parlais du livre, là, mais depuis 2014, j'expose chapitre par chapitre. Alors j'essaie de les dimanches soirs, ça? Les mercredis soirs. Mais c'est pas, tu sais, j'ai des longues périodes, j'ai des 6-7 mois où j'y touche pas, puis après ça, j'y reviens, je reprends un autre chapitre et je fais 3-4 questions d'exposition. C'est ça. Mais écoute, j'aimerais, moi, je serais intéressé d'entendre un peu ta méthode de travail parce que il y a les sources d'inspiration qui sont peut-être un petit peu plus subjectives, personnelles. Mais je trouve ça toujours intéressant d'entendre comment un pasteur, et un pasteur qui a un profil similaire au mien, qui fait du podcast, qui écrit des articles, qui écrit, publié un livre, comment tu fonctionnes pour travailler et pendant que notre autre panéliste est en train de s'étouffer, là, qui va aller se rafraîchir, tu peux, dans le fond, comment tu fais pour gérer en fait tout le défi d'avoir différents chapeaux à faire et d'aller jusqu'au bout de certains projets parce que des fois on entreprend quelque chose et puis c'est des projets plus long terme. Alors ta méthode de travail? Ce que je fais, c'est que je bloque des créneaux horaires importants pour travailler. J'ai été beaucoup influencé par Cal Newport, auteur donc pas du tout chrétien, mais qui a travaillé sur comment on travaille en fait. Comment est-ce qu'on produit un travail intellectuel de façon, comment être plus efficace dans la production, voilà. Et donc lui, ce qu'il recommande, c'est ce qu'il appelle le time boxing, time blocking. Ouais. C'est time blocking, ouais. Où en fait, c'est de bloquer des créneaux horaires assez longs, de 3 à 4 heures, où on n'a aucune source de distraction. Et il faut savoir quand est-ce qu'on est le plus productif intellectuellement. Et moi, je sais que c'est le matin tôt. Et donc, c'est de commencer en fait ma journée, mais j'essaye de même pas consulter mes mails, WhatsApp ou tout ça avant de me mettre à travailler, parce qu'il suffit que j'ai un mail
qui va me préoccuper ou que j'ai consulté un WhatsApp, voilà, où il y a un sujet qui, ça va être on va dire un grain de sable dans le rouage qui va m'empêcher. Donc je parte chez moi, j'arrive au bureau et je commence à travailler pendant 4 heures et je me dis voilà, je ne fais rien d'autre que ça. Et en fait, une fois que la machine est lancée, que le cerveau est à plein régime, faut surtout pas l'interrompre et c'est comme ça. Et c'est à force de faire. Et j'essaie d'anticiper aussi et d'avoir justement des limites, des deadlines vraiment claires où je dois faire un rendu. Et je pense que quand on est pasteur, on a l'habitude de ça avec les sermons, les études bibliques, où on sait qu'on va se retrouver devant plus de 100 personnes à devoir parler. Il faut qu'on soit prêt au minimum. Donc c'est cette éducation-là petit à petit, en me bloquant des créneaux horaires comme ça, en essayant de planifier. Après, faut apprendre à se connaître. Et moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en mettant trop et du coup en devant travailler vraiment énormément dans les semaines parce que en même temps le livre, en même temps l'église, en même temps mes études de théologie, ça faisait beaucoup. Donc j'ai fait quand même pas mal d'erreurs là-dessus en chargeant trop quoi. Et du coup en devant bosser des semaines monumentales quoi. Et c'est pas sage. Donc ça demande aussi, je pense, de la sagesse de bien mesurer les projets. Mais ça, en fait, faut le faire. T'as pas trop le choix, faut le faire quoi. Voilà. Ouais, d'avoir donc des bons blocs où tu peux avoir l'attention soutenue pendant une longue période. C'est ça. Et en se fixant des sous-objectifs, aussi d'être clair en se disant, dans le bloc, en me disant, ce matin, je veux arriver par exemple à finir ce chapitre-là. Ou ce matin, quand c'est une prédication, de dire, faut que j'ai fini mon exégèse, je me fixe cet objectif-là et vraiment je travaille pour ça. Parce que sinon, c'était mon piège aussi au début, c'est que je rajoutais du temps et du temps et du temps. Et tu peux passer beaucoup trop de temps sur une chose et c'est le danger du perfectionnisme où tu te perds. Alors ça, moi je suis un spécialiste. Un texte va parler ou d'une doctrine, je me dis je suis plus très sûr de ça, ça fait longtemps et là tu vas ouvrir tous tes ouvrages de systématique, tu vas tout commencer à relire, ça te fait penser à d'autres choses et en fait tu peux te perdre. C'est une forme de procrastination active, spirituelle. Complètement. Moi c'était plutôt que de terminer l'exégèse, t'étais perdu dans un. C'est ça. C'est ça. Puis quels outils au niveau d'application, des trucs de traitement de texte ou des trucs. Est-ce que tu utilises juste Word Non, moi j'utilise Ulysse. Pour l'écriture, ça. Pour l'écriture, On utilise donc le langage Markdown et c'est bien parce que c'est minimaliste. C'est ça, c'est Markdown aussi. Aussi, très bien, Et en fait, du coup, t'écris et je trouve que c'est vraiment idéal. Après oui, pour les révisions de texte, etc. Quand tu revois le manuscrit, là on bascule sur Word ou un truc comme ça. Mais pour moi, en fait, je fais tout là-dessus. Après, ce que je dois faire maintenant, c'est de systématiquement tout exporter au même endroit, parce que je pense en fait, on a produit énormément de ressources. Moi, ça fait 10 ans dans le ministère, mais je vois 10 ans d'enseignement, d'études bibliques, d'articles, etc. Il y a plein de sujets qu'on a déjà beaucoup travaillé. Et en fait, de tout exporter dans Evernote, qui est un moteur de recherche vraiment bien, et en mettant les bons tags et tout ça, où en fait, après, tu te dis, tiens, je veux faire un livre sur la sanctification, et tu tapes sanctification, et tu vois tout ce que tu as produit en lien avec donc, ça, des extraits de blog prédication. Sont aussi sur Evernote. Voilà, c'est ça. C'est d'envoyer tout ce que moi, je produis dans Evernote, et en me disant, sur tel sujet, j'ai trouvé ça dans une prédication, dans un article, dans un et de rassembler ça et de se dire, tiens, avec cette matière-là, qu'est-ce que je peux produire maintenant ? C'est il faut que je le fasse, ça. Beaucoup plus sérieusement. Je balance une question, mais dans ton planning, quand tu travailles le matin, tes articles de blog, c'est toujours au même moment de la semaine ou c'est... Alors, les articles de blog, ça a toujours été quand je pouvais. J'aurais vraiment aimé pouvoir être régulier. Mais vu la charge du ministère pastoral, en fait, moi, c'est une règle en tant que pasteur, c'est que c'est d'abord les gens, le troupeau dont j'ai la charge qui a la priorité. Donc d'abord ce qui se passe dans l'église locale qui a la priorité, et ça vient en plus. Mais j'aurais aimé avoir un temps dédié à ça, récurrent. Donc il y a des périodes par contre où c'est plus creux au niveau de l'église, souvent l'été, où il y a moins de monde, les gens partent en vacances, etc. Il y a moins de sollicitations. Et là, de prendre de l'avance en disant, tiens, je me lance dans écrire une série d'articles
ou enregistrer plus de podcasts, ou avancer sur un projet d'écriture plus important, là c'est le bon moment aussi. Ouais. Ouais, si je peux me permettre, je sais que nous, on reçoit quand même beaucoup de demandes de manuscrits, les gens qui veulent publier un livre. Je pense que les stats en France, je ne sais pas quelles sont les stats en francophonie, mais c'est un Français sur 4, un truc comme ça, veut écrire un livre, et un Français sur... Durant la pandémie, c'était un Français sur 5 avait un livre en cours, un truc, c'était... Ça, c'est les Français, ils sont tous très des philosophes, tu vois. Mais dans les demandes qu'on reçoit, ma réponse pour la plupart, ce serait commence un blog, écris régulièrement, écris, et au bout de 2, 3, 4 ans, c'est là que notre style commence à être bon. Je le vois quand même dans les auteurs francophones qu'on publie, il faut savoir capter l'attention et le garder tout au long du livre. Et le blogging, ça pardonne pas. Soit tu as un titre qui n'attire pas, tu as un premier paragraphe qui n'attire pas, et tu n'as juste personne sur ton blog, soit au fil des années, tu as vraiment un public qui commence à revenir à ton blog parce que tu as su montrer l'intérêt de cet article, de ce sujet, les capter. Et je trouve qu'il manque... On a eu peut-être l'âge d'or du blogging chrétien évangélique il y a 5 ou 7 ans. Je pense qu'il y a vraiment encore de la place pour se remettre et avoir plus de pasteurs, plus de chrétiens de tous bords qui je pense qu'il y a aussi un rapport, enfin pour l'écriture de livres, il y a un rapport aussi culturel. Je ne sais pas comment c'est pour vous au Québec, mais en tout cas être en France, moi j'ai eu une pression énorme dans le fait de publier un bouquin, parce qu'il y a l'idée que ça va rester dans le temps. Un article de blogging, il disparaît dans les méandres de l'internet assez facilement, et on accepte ce côté un peu brouillon dans le blogging, alors qu'un livre, une fois qu'il est sorti, moi c'est quelque chose qui était difficile à assumer. Je pense qu'il y a aussi le côté même, je ne sais pas si c'est toute la culture francophone ou pas, mais le côté exhaustif d'un livre. Le nombre de propositions qu'on reçoit qui veulent être exhaustives, tu vois, c'est les 300 pages en A4, et on se dit, non, sur ce sujet-là, c'est très bien de le traiter, mais on le veut en 150 pages, format A5. Et donc, c'est le côté blogging aussi, d'aller droit au but et d'essayer de résumer en 500 mots un sujet, ou d'aborder en une série d'articles, de 5 ou 6 articles, un sujet. La synthèse est quand même très très importante. C'est un des aspects qui peut être difficile, tu l'as évoqué un petit peu initialement, de travailler avec un éditeur. T'as pas, à la fin, bon, c'est ton livre, mais c'est pas seulement ton livre, il y a d'autres mains qui y sont passées. Comment tu as trouvé ça de travailler avec un éditeur? Et comme ton éditeur est devant toi... Ça va être une super réponse, bien objective. Peut-être tu sais, lui faire ça en sandwich, là, tu sais, les choses qui sont bien, qui t'ont été utiles, mais aussi s'il y a des choses qui peuvent... d'une réflexion de ce qui peut être amélioré dans le travail d'un éditeur. Alors, moi, je bénis le travail de l'éditeur qui vraiment est là pour aider à servir, et j'ai énormément appris grâce au retour de l'éditeur qui te permet de te rendre compte des formes d'imprécision, de manque de clarté ou de longueur ou de répétition, où en fait au final le texte va gagner en qualité. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite. Et alors, c'est pénible parce qu'il y a des fois sur un paragraphe, tu peux avoir passé une demi-journée, c'est des heures et des heures de travail, et où en fait, il est soit complètement à réécrire, soit en fait, on décide de ne pas le garder. Voilà. Et là, c'est ce qui a été le cas, c'est qu'il y a tout un chapitre entier qu'on a décidé d'enlever. Et moi, c'était une lutte un peu parce que je crois que le sujet était important, mais effectivement, voilà. Alors, ça va être, c'est pas perdu parce que voilà, rien n'est jamais perdu. Ça va être recyclé et utilisé dans un autre projet, mais il y a ce côté-là qui est frustrant, mais qui est vraiment bénéfique et qui participe. Je l'espère que le prochain livre, si j'en écris un autre, j'aurai une meilleure écriture que lors du premier. J'espère qu'on se bonifie avec le temps. J'imagine que toi, au troisième livre, c'était plus simple qu'au premier. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un flow, une aisance, où on sait un petit peu plus quel regard l'éditeur va porter. Donc, on fait déjà nous-mêmes une sélection et on va commencer déjà à épurer notre travail. Ouais, donc ça, je trouve que c'est excellent. Après, ce qui est frustrant, c'est les délais.
C'est que le temps que l'éditeur qui doit relire, passer du temps et puis qui fait un bon travail, moi j'ai trouvé que c'était très sérieux, mais du coup les délais sont longs et toi tu es dans d'autres choses et d'un coup le manuscrit, le retour du manuscrit revient. Et faut te remettre dedans. Et même moi, quand le livre a été publié, pour moi, c'était un vieux projet. Et tu te replonges dans une actualité où pour moi, c'était fini il y a longtemps, quoi. Et donc ça, dans ta temporalité à toi de ton ministère, c'est compliqué parce que quand t'es auteur, à la limite, si tu fais que ça, voilà. Mais comme t'as plein de casquettes, quand le manuscrit revient dans une période où t'es très chargé, tu te dis, attends, le temps que je renvoie et puis qu'il me refasse un autre retour, alors là, ouais. Mon premier livre, moi, c'était ça, quand c'était sur les alliances. On l'avait publié en anglais aux États-Unis. Et puis là, quand c'était sorti, j'avais eu 2-3 demandes de podcasts. J'ai dû relire parce que je me souvenais plus de ce que je racontais. C'est ça, exactement. Et nous, on le dit aux personnes qui postulent. On dit, si vous êtes pressé, venez pas chez nous. Tu peux pas à la fois être en train de retravailler à fond, essayer d'améliorer et être rapide. C'est juste, y a des éditeurs qui vont beaucoup plus vite, ils font moins de modifs. T'as l'auto-édition qui est la solution la plus rapide, mais dans ce cas-là, t'auras pas le même produit. Chacun une question pour terminer. Qu'est-ce qui s'en vient chez BLF et est-ce que toi, tu travailles sur un projet de livre? Donc, qu'est-ce qui s'en vient chez BLF qui va sortir au cours de l'été, de l'automne ou de l'hiver prochain? Alors, on a un livre Créé pour s'émerveiller de Paul David Tripp. Qui enchante l'équipe. Là, moi, je l'ai pas encore lu, donc j'attends. J'ai fait une recension. Ah, ok. Non, enfin une recommandation. Une recommandation. Ouais, excellent. Donc là, c'est vraiment sur les bases de notre besoin d'être émerveillé de Dieu et revenir à la personne de Dieu. Un livre de dévotion. Oui, si on veut, mais c'est pas des petites méditations quotidiennes. C'est une réflexion théologique. Et puis, on a aussi un livre plutôt pour les ados, donc on en sort pas beaucoup. Donc ça, c'est 10 questions que tu devrais te poser sur le christianisme. De Rebecca McLaughlin. On vient de le finir en anglais, en famille. Okay. On l'a lu dans nos... on vient de finir on finit le tien, on le faisait ce matin, on le fait en famille aussi en se préparant pour la conférence. Okay. On le fait en église, mais nous on le fait en famille. Mais juste avant, on a fait celui de Rebecca McLaughlin, donc on a beaucoup apprécié. Je suis content qu'il va être en français. Il sort aussi c'est fin juin. OK, super. Bon, ça sort en même temps que cette émission. Excellent. Et puis, toi, est-ce que tu travailles sur un projet de livre? Alors, on a un petit projet, un petit livre là pour Noël avec BLF. Et puis, il y a aussi un autre livre, justement, on en parlait tout à l'heure là, sur le chapitre qu'on a enlevé, qui était sur la question des relations sentimentales, qui, je pense, est un des sujets très difficiles. Toute l'éthique sexuelle dans nos sociétés, c'est vraiment un gros défi. Donc ça aussi, c'est un autre petit projet. Après, j'ai un carnet de notes sur Evernote avec idées de livres. Il y en a 30. Ah oui, bon. Ouais. Bon, lui, il pense que c'est un petit projet, mais c'est possible qu'on lui demande de développer un peu plus. Oui, c'est ça. C'est à voir. Justement, le sujet est tellement important. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un vrai livre là? Donc, mais je sens le coup venir. Je sens le piège. Il faut faire attention, c'est ça. Les éditeurs, après ça, ils nous donnent du travail. Puis, c'est ça. On n'en vit pas. Exactement, exact. C'est super. En tout cas, merci de votre participation. Ce qui nous amène au hors-propos. Le hors-propos, c'est que vous pouvez vous acheter des livres, mais vous pouvez vous acheter aussi des moutons. Oui, des moutons. Je regarde quelle caméra je regarde là-bas? Ouais, je pense que c'est ici. C'est celle-là, toi. Oui, donc depuis quelques temps, on parle beaucoup de moutons dans l'équipe ABLF et on s'auto-analyse, on dit mais punaise, c'est quand même marrant de parler de moutons, de livraison de moutons, de conteneurs de moutons. Donc si tout se passe bien au moment où ce podcast sera publié, on aura des beaux petits moutons en peluche qui contiennent un lecteur audio avec tous nos livres pour enfants en audio, avec les petits jingles pour tourner la page, pour que son enfant, en cliquant sur les pattes et sur le museau, peut écouter le livre, passer au livre suivant et pouvoir, en autonomie, avoir tous nos livres en audio. Du coup, papier et le livre audio, ça va être vraiment pratique. C'est la première fois qu'on fait un truc comme ça. Nous, on a juste kiffé le mouton. On se dit, allez, on teste, on va voir si les familles veulent en prendre, les grands-parents veulent en offrir à leurs enfants. Donc, c'est super. tu as l'exclusivité.
Personne ne sait qu'on sort Wow. ça. Ah, ben, puis ça va sortir, c'est des moutons pour la rentrée, des moutons pour quel moment? Pour Pâques. Ouais, on a raté Pâques, donc ce sera pour l'été, c'est pour les vacances, D'accord. d'amener son mouton en vacances. Voilà. OK, mais c'est comme une peluche? C'est une peluche. Vraiment, c'est la petite peluche blanche, très C'est une très bonne idée. très jolie. Et puis les 4 pattes et le museau sont les commandes OK. du lecteur MP3. Ah bon, ben, c'est une bonne initiative. On vous souhaite un grand cheptel et que ça puisse servir à faire des brebis du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous sera présenté la semaine prochaine. On est un peu tôt. En fait, j'ai un planning, mais je ne sais pas dans quel ordre ça va arriver. Mais, Dieu voulant, il y aura génial. un épisode, voilà, la semaine prochaine. Je devrais avoir un autre de vos auteurs prochainement, James Ellie Hutchinson, Excellent. pour Sacrer des accords. Peut-être que ça sera la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, merci d'avoir été des nôtres. Merci à chacun de vous. Bon séjour au Québec, bonne tournée. Merci Pascal. Et puis que Dieu vous bénisse et vous bénisse aussi, chers auditeurs. On fait style qu'on connaît pas les questions d'avance. Non, tout le monde sait que vous connaissez les questions, les réponses. qu'on fait. Moi j'ai super bien préparé, j'y ai pensé 2 minutes dans la voiture. Mais non, mais c'est parce que ça nous prend des bêtisiers. Avez-vous des bêtises à dire? Des bêtises. Moi je l'ai dit naturellement. Bon, ouais, j'apprécie. Je t'aurais bien parlé De tes de gosses. mes gosses. Mais qui s'en occupe des gosses? C'est ma mère. Oui, c'est ma mère. Vous en avez deux. J'en ai 2, ouais. C'est bien. Moi je suis un peu plus étrange, j'en ai 3, bientôt 4. Bientôt 4, ouais. Sa femme va accoucher d'un autre gosse pour lui. Ah ouais. Bientôt 4. C'est Ouais. bon. Il est vraiment bon le café. Ça va? Mhm. OK. Ouais. Bien costaud. Si vous voulez de l'eau... Comme je le fais. Il m'en reste pas beaucoup. Non, j'en ai aussi. Veux-tu de l'eau avec ton restant de café? Ah? Écoute, ouais. C'est de l'eau avec des bulles. Oui. C'est bon, des bulles au café. Ouais. À Starbucks, ils me le vendraient 15 €. Merci. Nous on sort un mouton. Vous saurez le mouton. Ouais, on commence à vendre du mouton. Ah oui? Je pense que ce serait un bon hors propos. Bien. T'es un bon berger, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais, Je t'en parlais dans leur propos. Tu fais l'élevage? OK, ben parfait. Teasing. Ouais. Parfait, OK. Il prend les gens pour des pigeons. Il leur vend des moutons. Dans nos réunions, on commence à se marrer parce que on est là. Tu penses qu'on aura les 300 moutons d'ici mi-juin? Ouais, je pense que le conteneur arrive. Donc on parle d'une livraison de moutons. OK, ben c'est super. Avec la colère dans le temple aussi, peut-être. C'est ça. Et puis après le déluge. Voilà. La reconstruction du temple et tout le reste, il faut des moutons. OK. On est prête, Martin? C'est bon? C'est parfait. All right, on y va. C'est de la face que tu sais jamais faire, quelle face faire.